Bonjour à tous et à toutes. Merci d'avoir accepté notre invitation à ce webinaire sur les astuces pour recruter des alternants, donc des astuces qu'elles soient financières concernant la prise en charge, mais aussi des astuces concernant l'onboarding réussi de vos alternants. Ce que je vous propose, c'est qu'on attende encore 1 ou 2 minutes le temps que les retardataires puissent se connecter. Alors Jean-Marie ici présent, donc cofondateur de Matchers, de formation juriste, DRH avec plus de 15 ans d'expérience, pourra répondre à toutes vos questions à la fin du webinaire. Mais pour ma part, en fait, j'essaierai d'y répondre pendant le webinaire si vous avez des questions directement sur le chat. Donc vraiment, n'hésitez pas, ça alimentera les échanges de fin de webinaire. Merci pour l'intro, Anne. J'en profite peut-être le temps que effectivement il y ait quelques connexions supplémentaires et donc pour vous peut-être pour me présenter pareil en moins d'1 minute. En effet, et peut-être que vous compreniez aussi pourquoi. On connaît chez Matchers et moi, disons plus personnellement, particulièrement le sujet de l'alternance. Premier point, c'est que je suis juriste mais spécialisé en droit du travail et puis après j'ai évolué sur des fonctions RH, responsable puis directeur des ressources humaines, un métier que j'ai exercé avec passion pendant 15 ans où j'ai accueilli beaucoup de juniors dans des PME, ETI, donc voilà. Et j'ai toujours trouvé cette solution absolument fantastique et qui ces derniers temps a évidemment été boostée par un système d'aide dont j'imagine beaucoup d'entre vous ont entendu parler, qui a permis d'ailleurs de doubler le nombre de contrats d'apprentissage en prétendant 1 million cette année. Et nous, et aujourd'hui, donc on a fondé une entreprise qui est spécialisée dans la formation professionnelle, mais aussi ce faisant, donc il y a des connexions évidemment entre la formation, le financement de la formation, et même si on ne propose pas de solution directement sur l'alternance, et nous en interne, aujourd'hui on a 15 alternants, donc 15 contrats d'apprentissage, et donc on en a accueilli évidemment aussi par le passé. Donc non seulement on croit cette solution, mais aussi on l'a expérimenté dans tous ses contours administratifs, juridiques, RH, et voilà. Donc n'hésitez pas surtout à poser toutes vos questions. Ce sujet, encore une fois, on le connaît bien. Alors juste pour dire un mot de Matchers avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Donc nous on est spécialisé dans la formation pro et on part du constat, en fait, l'ambition de Matchers, c'est de démocratiser l'accès à la formation pour toutes les petites entreprises, petites et jeunes entreprises, ce qui veut dire que la moitié de nos clients sont des startups ou des TPE. Et le constat, c'est que 88% des gens qui partent en formation disent qu'ils ne mettent jamais en pratique leur formation. Nous, on a inventé la formation pratique intégrée qui garantit une mise en pratique intégrée à vos projets, à votre agenda, et donc exclusivement pour les entreprises de moins de 50 salariés. Voilà, donc on découvre vos projets, on identifie ce qui peut passer en formation, on vous fait matcher avec un expert métier, on a une communauté d'experts métiers, on en a 800. Et ensuite on construit un parcours de formation conçu comme un accompagnement à partir d'un plan d'action pour vous aider à délivrer. Voilà la promesse Matchers, et ce faisant, on vous trouve les financements. Et alors le bonus, c'est que en plus, ça peut s'appliquer à un alternant, même un alternant, à partir du moment où vous avez un premier contrat d'apprentissage, ça débloque des budgets pour vous, pour le former ou former d'autres personnes dans votre entreprise. Donc voilà. Donc je reviendrai très brièvement sur ce sujet à la fin, mais donc c'est une solution évidemment complémentaire. Donc on ne propose pas de solution spécifiquement sur l'alternance en dehors effectivement de la formation dans l'alternance, ce qui vous permet effectivement d'avoir un effet bonus. Encore une fois, j'y reviens. Donc je vous propose d'attaquer sur les astuces, les tips autour du recrutement des alternants. Pour ce faire, je vais vous partager une superbe infographie réalisée par Claire, notre responsable com au sein de l'équipe. Unique, et qui va nous permettre, donc normalement, je te laisse me confirmer, Anne, si ça apparaît bien à l'écran. Oui, ça apparaît bien à l'écran. Donc ici, vous voyez que on va balayer ensemble le chemin, le parcours
pour recruter un alternant. Alors, vous voyez qu'il y a pas mal d'étapes. Faut pas s'effrayer. Simplement, c'est parce qu'il y a des choses qui peuvent être faites rapidement. Par contre, c'est vraiment important pour vous de comprendre, surtout si c'est le premier recrutement au sein de l'entreprise, quelles sont les différentes steps à passer. Et surtout, à chaque fois, essayer de vous apporter quelques informations qualifiées pour vous permettre de bien vous repérer, optimiser, ne pas perdre de temps. Voilà quelle est l'ambition effectivement de ce webinaire et de répondre concrètement à toutes vos interrogations. Donc, je vous propose sans plus attendre d'attaquer. La convention, alors ça commence par là. À partir du moment où vous vous apprêtez à recruter votre premier salarié, il se peut que ce soit un contrat d'alternance. C'est même assez fréquent puisque on est régulièrement sollicité sur ces sujets. On a beaucoup de startups ou petites entreprises qui commencent effectivement par des contrats qui sont plus accessibles financièrement. Et donc, il vous faut déterminer quelle est la convention collective applicable. Et ça va pas forcément de soi parce que finalement, vous posez souvent la question pour la première fois à ce moment-là. Et la convention collective, pour rappel, c'est quelque part le supplément d'âme de la loi dans le sens où dans chaque secteur d'activité, à partir du moment où vous créez une entreprise, ça veut dire que vous avez défini quel est son objet social au moment de la création de votre entreprise dans vos statuts. Et cet objet social renvoie à un secteur d'activité. Ce secteur d'activité renvoie à une convention collective. Et là, cette convention collective vient s'ajouter à la loi et définir un environnement normatif, des règles supplémentaires qui s'appliquent, à savoir quelle est la durée de la période d'essai, et ainsi de suite. Enfin, vous voyez ce à quoi ça peut renvoyer. Et donc, c'est important pour vous de l'avoir déterminé parce que ensuite, ça va conditionner qui va financer les contrats d'alternance. Mais souvent, effectivement, ça passe par cette première étape et vous le découvrez parfois parce que cette question, elle n'est pas posée parce que soit quand vous créez, vous le faites vous-même sur des sites, LegalStart et autres, soit vous passez par un avocat spécialisé en droit des sociétés et finalement, comme il n'est pas spécialisé en droit du travail, il va pas trop vous sensibiliser sur le fait que le choix de tel code APE, tel secteur d'activité va avoir un impact sur votre convention collective. Or, les conventions collectives sont très différentes et il y en a qui sont plus ou moins contraignantes. Donc, ça va avoir un impact. Donc, des fois, et je le dis parce qu'on a souvent des startups, encore une fois, dans nos contacts. Bien souvent, par exemple, pour prendre cet exemple, les startups vont décider que leur métier, c'est la programmation numérique, alors qu'en réalité, par rapport au service qu'elles délivrent, parfois, elles pourraient choisir un autre code APE, un autre code NAF qui renverrait vers une autre convention collective et ce qui aurait beaucoup d'impact. Quoi qu'il en soit, ici, vous avez, et donc vous verrez que si après vous inscrivez, vous pourrez avoir accès à toute l'infographie, y compris aux liens qui ont été créés. La convention collective applicable, il y a une table de correspondance. Je ne vais pas cliquer sur ce lien, mais parce que effectivement, on va essayer d'avancer rapidement dans le webinaire. Mais globalement, vous avez accès à un outil en ligne, mais ici on a tout centralisé, qui vous permettent de voir la correspondance entre votre code APE ou code NAF, c'est la même chose, c'est-à-dire votre secteur d'activité et la convention collective que vous devez appliquer. Et en fait, soit vous n'avez pas le choix, quelque part un code APE renvoie automatiquement vers une convention collective, soit un code APE renvoie vers une pluralité de conventions collectives, 2, 4, 7, et en fonction effectivement de votre secteur d'activité réel, vous allez choisir celle qui correspond le plus à votre secteur d'activité. Et donc ça veut dire que vous devrez l'appliquer après à tous vos contrats, à commencer par le contrat d'alternance. Cette convention collective, alors et c'était important dans le cadre de l'alternance de la mentionner parce qu'elle va conditionner, on passe à la deuxième étape, quel est votre OPCO. Alors, OPCO Quesaco, c'est l'opérateur de compétences, ce qui s'appelait, pour ceux qui ont entendu ce nom-là avant, l'OPCA. Bon, bref, ils ont changé une lettre, mais au final, c'est la même chose. C'est le financeur de la formation professionnelle en France.
donc il deal avec 15 milliards d'euros par an, qui sont collectés, qui vont permettre de financer non seulement l'alternance, mais aussi la formation professionnelle ou le CPF ou autre. Et donc, identifier son OPCO, là aussi, poursuite de la chasse au trésor, il faut définir, trouver quel est votre OPCO en fonction de la convention collective applicable. Alors là, ce qui est très intéressant, c'est que, vous me permettrez l'adjectif, mais c'est qu'on a développé un outil qui va vous permettre automatiquement d'aller identifier quel est votre OPCO. Et donc voilà, accessible donc depuis l'infographie, mais aussi depuis le site Matchers. C'est unique en France parce que effectivement c'est parfois assez galère d'aller identifier à partir de son entreprise de quel opérateur de compétences on dépend. Et en fait là, en 3 clics, vous allez pouvoir, simplement en saisissant le nom de votre entreprise, on va présumer quelle est votre convention collective, puisque vous devrez confirmer, et ensuite on va définir quel est votre OPCO de référence. Et en fait, il y a 11 opérateurs de compétences qui sont répartis par... Ils regroupent chacun des branches d'activité. Et donc, par exemple, je sais pas, si vous êtes dans la santé, vous dépendez de l'OPCO santé. Si vous êtes dans le commerce, de l'OPCO commerce. Si vous êtes dans le numérique, de l'OPCO Atlas, et ainsi de suite. Donc voilà. Donc là, je ne peux que vous encourager à l'utiliser. Ça vous permettra effectivement de vous sécuriser, de déterminer auprès de qui vous adressez. L'étape suivante, c'est de s'inscrire auprès de l'OPCO. Donc vous avez les fameux 11 OPCO dont je viens de parler. Il faut profiter, faire la démarche de vous référencer. C'est pas automatique, c'est pas parce que vous appliquez telle convention collective ou autre. Il faut, une fois que vous avez déterminé, par exemple, que vous dépendez de l'OPCO commerce, vous rendre sur le site de l'OPCO commerce et vous déclarer comme adhérent. Ils ont tous fait un gros travail pour rendre l'interface un peu plus intuitive, en tout cas à l'adhésion, à l'inscription, et c'est important pour eux parce que c'est effectivement sont des ressources supplémentaires pour eux. Et voilà. Donc là, comptez quand même, ne tardez pas, une fois que vous savez quel est votre OPCO. Référencez-vous dessus. Ça n'a d'intérêt qu'à partir du moment où vous avez un premier salarié, parce que ça va vous permettre de bénéficier à la fois de pouvoir financer le contrat d'apprentissage, mais de bénéficier de budget, de droits à formation pour la suite. Et voilà. Et notez que certains, alors pour l'essentiel, c'est immédiat. D'autres s'autorisent à prendre quelques semaines, des fois, avant de référencer votre dossier. Donc, si vous êtes un peu charrette au moment où vous allez recruter votre apprenti, évitez de l'être trop, parce que effectivement ça peut rajouter un peu de délai. On peut peut-être justement, à destination des dirigeants non salariés, parce que là on parle effectivement de l'alternance, des droits dont vous pouvez bénéficier par le biais de l'opérateur de compétences. Après, c'est vrai que l'opérateur de compétences finance aussi la formation des salariés, mais on peut peut-être faire une petite parenthèse pour les dirigeants non salariés qui voudraient se former. À savoir qui ne dépendent pas vraiment de l'OPCO mais d'un FAF. Donc, oui, en effet, quand certains d'entre vous peut-être sont soit auto-entrepreneurs, soit gérants d'une SARL et sont TNS, travailleurs non salariés, effectivement, vous ne dépendez à ce moment-là pas d'un OPCO, mais effectivement d'un fonds d'assurance formation qui le plus souvent, sauf pour les professions libérales ou les artisans qui dépendent du FAFCA pour les artisans et du FIFPL pour les professions libérales, pour tous les autres, tout type d'activité commerciale par exemple, vous dépendez de l'AGFIS, ICE, et donc là, ils peuvent vous octroyer effectivement du financement pour des projets de formation. Cela dit, c'est très limité, dans le sens où formation distancielle, c'est 35 € de l'heure, ou en présentiel, 50 € de l'heure. Donc, ça ne couvrira qu'une partie des frais. Tandis que quand vous avez des salariés, encore une fois, vous allez débloquer un budget formation, y compris qui concerne aussi vos alternants, c'est ça qui est intéressant. Et là, vous avez un potentiel de financement beaucoup plus important. Et voilà. Et certains d'entre vous, peut-être, sont dirigeants salariés ou assimilés salariés, en SAS par exemple ou autre. Et bien là, vous, comme pour le reste de vos collaborateurs, vous avez accès à ces financements. La suite pour poursuivre, rédiger. Alors,
faire connaître votre besoin, évidemment. Donc là, ça implique effectivement de rédiger, diffuser une annonce. Et donc, n'hésitez pas à utiliser des job boards affiliés à des métamoteurs type Indeed, d'utiliser LinkedIn aussi, ça fonctionne très bien. Là, on le cite, par exemple, nous, encore une fois, je vous ai dit un peu quel était le volume de contrats d'apprentissage que nous avions. Et finalement, pour l'essentiel, on utilise vraiment 3 canaux. Enfin, en tout cas, 2 canaux de job board, Indeed et LinkedIn, qui nous permettent de diffuser efficacement nos annonces, avoir en termes de quantité, de qualité, voilà, ça répond globalement aux attendus, et sont des plateformes qui sont largement plébiscitées pour les recherches effectivement d'apprentissage. Voilà, pensez à être actif. On peut aussi rajouter un template d'annonce. Donc pensez bien à bien titrer quand vous rédigez une annonce, parce que c'est un peu la clé pour que les gens puissent identifier votre annonce par rapport à un besoin précis. Et quand je vois certaines annonces effectivement qui sont enfin, mettez-vous à la place de quelqu'un qui recherche, et donc il faut suffisamment génériser le titre du poste pour que vous puissiez être retrouvé utilement quand vous diffusez une annonce. Il ne faut pas se faire une montagne, c'est vraiment très facile. Rédiger une annonce et expliquer qui vous êtes, expliquer qui vous recherchez, ce qu'il va faire et quelles sont les conditions d'emploi. Et effectivement, les modèles sont pléthoriques, parce que il vous suffit d'aller sur justement un job board pour vous inspirer. N'hésitez pas, sans parler de gros mots type marque employeur, etc., mais à vendre finalement l'environnement, mettre l'accent sur les choses que vous savez être positives dans votre entreprise, et finalement pour beaucoup, même si vous êtes une toute petite entreprise naissante ou que c'est un premier poste, ça représente souvent aussi des opportunités dans l'esprit de beaucoup, de se dire de participer à la construction effectivement d'un projet à son démarrage. Ensuite, l'autre canal, c'est de contacter les écoles, canal sous-utilisé, et qui est vraiment le plus efficace en réalité. C'est de pouvoir prendre contact. Une fois que vous savez exactement quelle est la compétence dont vous avez besoin, dans votre entreprise, de vous rapprocher d'identifier les diplômes qui sont le plus en phase localement. Puisque la plupart d'entre vous cherchent, même avec de l'ouverture au télétravail, à avoir de la présence physique. Donc de jouer effectivement la carte de la localité, identifier les diplômes, et donc les écoles qui proposent des diplômes qui sont vraiment le plus en lien, le plus en phase avec ce que vous recherchez, et de les contacter. Pas besoin d'en contacter 10, il vous suffit d'en contacter 2, 3, et vous tomberez forcément très très facilement sur le responsable relations entreprises de l'école, parce que eux-mêmes évidemment sont intéressés à placer tous leurs étudiants, et vous recevrez toujours un bon accueil. Et l'intérêt, c'est que ils vont pouvoir quelque part faire un peu de recherche, de chasse pour vous par rapport par rapport finalement à vos attendus, vos inputs. Ils vont le prendre en compte, et selon effectivement le professionnalisme des écoles, certains vont vous présélectionner. À minima, ils vous feront un push sur leur propre job board interne, et à maxima, ils peuvent effectivement vous présélectionner des candidatures, ce qui peut vous faire gagner un temps précieux. Donc voilà sur la diffusion de votre recherche. Pour poursuivre, ensuite la next step, c'est de vérifier, une fois que vous avez un premier contact avec l'étudiant, si son diplôme est bien financé. Normalement, il n'y a pas trop de risques que son diplôme ne soit pas financé, parce que aujourd'hui, toutes les écoles, les CFA veillent à les centres de formation d'apprentis, qui peuvent, quand on dit CFA, souvent ça renvoie à
des formations avant le bac, mais effectivement, ce sont des CFA aujourd'hui, la plupart des écoles de commerce, tout type d'enseignement supérieur, et qui proposent de l'apprentissage, et ça s'est largement développé. Le marché s'est libéralisé. Donc, pour vous, l'important, c'est de vérifier que le diplôme est bien financé par l'OPCO. L'école vous en apportera très vite la certitude. Vous pouvez rencontrer un peu des cas exceptionnels où ils viennent de créer un diplôme, il n'est pas encore référencé, etc. Donc là, il y a une zone de risque. Donc vous avez deux moyens, vous demandez à l'école ou vous rendez sur le site de l'OPCO qui propose un simulateur pour vérifier avec le code diplôme. Donc là, on a mis un exemple. C'est pas le simulateur d'Atlas qui permet. Atlas, c'est l'un des opérateurs de compétences, l'un des OPCO. La plupart d'entre eux le proposent désormais, et ça vous permet de vérifier si le diplôme est bien financé, et si oui, à quelle hauteur. Et en fait, ça, c'est un peu l'élément clé. Vous avez deux structures de coûts. On va venir sur la deuxième par la suite, c'est-à-dire le salaire de l'apprenti, mais dans un tout premier temps, vous avez ce qu'on appelle le coût pédagogique, le coût du diplôme. Et là, le coût des diplômes, il peut varier. Alors, ça va franchement sur une année. Ça peut aller les grosses fourchettes. Vous pouvez toujours trouver des valeurs extrêmes, un peu más o menos. En tout cas, ça va de 5 000 à 15 000 euros l'année. Et donc 5 000, c'est plutôt universitaire, on va dire, et 15 000, c'est plutôt école IT ou école de commerce qui se vendent très cher. Et donc ça veut dire que en fait l'OPCO, le but, pourquoi faire toutes ces démarches auprès de l'OPCO, c'est parce que c'est eux, enfin en tout cas de se référencer tout simplement auprès de l'OPCO, c'est eux qui vont prendre en charge le financement du diplôme. Ils n'interviennent pas sur la rémunération de l'apprenti, ils interviennent sur le financement de la formation, en gros. Et là, selon le coût du diplôme ou selon les accords des CFA, des écoles avec l'OPCO, eh bien, vous allez avoir un taux de prise en charge. Donc, pour vous donner une médiane, sur des... alors, la plupart d'entre vous, souvent, quand vous participez à ce type de webinaire, vous êtes sur des recrutements d'apprentis d'enseignement supérieur. Donc, je vais prendre deux exemples au type bachelor et master. Là, vous êtes en général sur des coûts entre 7 et 8 000 euros pour les premiers, 8 à 9 000 euros pour les seconds. Et là, normalement, vous êtes dans la norme à peu près validée par les OPCO. Ils viennent juste de publier un décret qui rebalaye effectivement par diplôme le niveau de financement. En plus, il y a quelques subtilités parce que certaines écoles vont négocier quelque part des rallonges directement avec l'OPCO, avec des accords cadres. Mais voilà, mon point est le suivant, c'est il vous faut tout de suite, au moment où vous avez identifié quelque part un candidat qui vous intéresse, prendre contact avec l'école et vérifier effectivement comment est financé le diplôme. Je dis ça pourquoi ? Parce que soit, mettons, je vais prendre un cas random, le coût du master, c'est 8 000 euros par an, c'est le coût qui est financé par l'OPCO, fin de l'histoire, vous savez que c'est pris en charge intégralement. Deuxième hypothèse, le coût de la formation, c'est 11 500 euros. Bon, vaut mieux que vous sachiez dès le début si vous êtes prêt à investir 3 500 euros en plus pour participer au financement du diplôme. Et si je prenais le cas d'un master, ça veut dire que sur 2 années de suite, puisque c'est un contrat en 2 ans, eh bien vous allez avoir deux fois 3 500 euros. Et comme j'ai pris des exemples à 15 000 euros, donc le coût des diplômes au fur et à mesure des années, il y a une évolution qui reste significative, alors même que le niveau de prise en charge, lui, est plutôt a tendance un peu à se contraindre. Donc c'est difficile à faire une évaluation de probabilité, mais je dirais que dans les 3/4 des cas, les écoles veillent à s'aligner au montant financé par les OPCO pour justement maximiser la possibilité de placer tous leurs apprentis. Je pense que tout le monde comprend l'idée, le modèle économique derrière. Cependant, toutes les écoles dites de prestige ou sur des métiers plus pénuriques, type dans l'IT et certaines écoles de commerce ou autres, qui n'hésitent pas à assumer effectivement le fait que leur diplôme ne soit pas intégralement financé. Mais encore une fois, pour que vous n'ayez pas de mauvaise surprise et ne pas faire une fausse joie à un candidat, et croyez-moi,
je l'ai vu souvent. Donc, le fait de dire, tiens, on le recrute en pensant que ça va rien coûter, et puis finalement, vous recevez une convention de formation et vous découvrez à la fin que vous avez plusieurs milliers de restes à charge et vous n'êtes pas prêt à le faire. Bon, mauvaise expérience, déjà partagée par beaucoup de gens, croyez-moi. Donc ça, pour éviter cet écueil, tout de suite de se rapprocher de l'école, c'est ce qui sera le plus efficace et le plus immédiat. La deuxième structure de coût, c'est, avant de recliquer, vérifier le salaire d'étudiant. Parce que, effectivement, ça vous permet de vérifier. Alors, soit vous avez un coût, juste un dernier mot sur le reste à charge, quand même, partager notre expérience. Chaque année, on a, puisqu'on a beaucoup de contrats d'alternance, certains qui sont passés en CDI chez nous et autres, mais en tout cas, pendant leur période d'alternance, on a souvent négocié avec l'école le reste à charge. Mettons qu'il y a 1 500 € de reste à charge, c'est de leur demander effectivement de s'aligner et de réduire le reste à charge. N'hésitez pas à le faire. C'est beaucoup plus facile de le négocier quand vous êtes un peu plus avancé et que l'école se rend compte qu'elle va pas réussir à placer tous ses étudiants. Bon, voilà, c'est plus factuel, mais par expérience, croyez-moi, dans l'immense majorité des cas, j'ai réussi à négocier. Donc vous aussi, si on a réussi à le faire, vous pouvez le faire. C'est d'autant plus facile de le faire si vous êtes un peu sur un partenariat dans la durée. Si l'année suivante vous reprenez un étudiant ou autre. Voilà. Je referme cette parenthèse pour basculer à la suite. Vérifier le salaire de l'alternant. Donc là, en effet, c'est important parce que ça va être une structure de coût assurément pour votre entreprise. Donc là, un apprenti donc versus un stagiaire. Un stagiaire, vous savez qu'il y a une indemnité de stage relativement normée, autour de 600 €. Bon, pour l'étudiant, là, c'est très variable. Et donc il vous faut vérifier très vite aussi si finalement, qu'est-ce que ça va vous coûter et vous assurer que ça correspond globalement à ce que vous étiez prêt à investir. Donc, quelles sont les structures de coûts, quels sont les différents coûts possibles. C'est que d'une part, alors ça va dépendre si c'est un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, en effet. Alors notez tout de suite que je vous décourage d'aller vers le contrat de professionnalisation parce que déjà l'aide de l'État n'est plus garantie, les 6 000 €. Je l'ai pas dit encore, mais effectivement, je crois qu'on y revient après. Vous avez une aide de 6 000 € qui va justement vous aider qui va amortir une partie du coût du salaire de l'alternant. Et le contrat de professionnalisation, seulement depuis 2024, n'est plus automatiquement éligible. Et toutes les écoles qui font des contrats de professionnalisation peuvent aussi faire des contrats d'apprentissage. Donc d'aller plus naturellement évidemment là-dessus. Il y a juste que la professionnalisation, c'est toujours possible de faire des contrats même au-delà de 30 ans, alors que l'apprentissage effectivement est capé en termes d'âge. Et ensuite, la rémunération va dépendre de votre de 2 critères clés. Je viens après aux caractéristiques du candidat. C'est le diplôme, c'est l'âge et le fait d'avoir ou non fait de l'apprentissage avant. Je m'explique. L'âge, parce que vous avez 3 tranches. Alors, je sais pas si je clique ici, si tout le monde va bien suivre au même endroit. On va voir. Ouais, non. Attends, je regarde. Alors non, parce que ça renvoie vers un autre onglet en fait. Ouais, alors, non, mais alors, je vais juste, si je fais ça. Non. Hop. Alors, en soi, c'est pas grave parce que effectivement, à partir de l'infographie, vous allez pouvoir y accéder directement. Vous voyez qu'il y a un call to action, un bouton qui va vous permettre d'accéder au simulateur de l'État. Vous pouvez retrouver online aussi, évidemment. Et en fait, vous avez une grille à double entrée qui vous permet. Voilà. Hop, c'est moi qui n'ai pas été externe. Donc c'est ici. Donc en fait, vous avez sur le côté, on voit pas bien sur le côté, mais en gros, vous avez première année ici, la toute première colonne, deuxième année, troisième année. Et en fait, ça, c'est ce qui a le plus gros critère d'influence.
Et quand on parle d'année, souvent il y a une confusion parce qu'effectivement sur le simulateur de l'État et tout ce que vous trouverez sur Internet, c'est pas forcément intuitif. C'est que quand on parle de première année, on parle pas. Souvent il y a une association avec première année d'enseignement supérieur. Ah ben il est en première année, mettons en BTS ou troisième année, niveau licence. Non, en fait là on parle du fait d'avoir fait de l'alternance ou pas. Est-ce que c'est sa première année d'alternance ou est-ce qu'il a fait j'en sais rien, en CAP, en BTS ou n'importe quand, une année d'apprentissage auparavant. Auquel cas, ça veut dire qu'il est en deuxième année. S'il en a fait 2 auparavant, il est en troisième année. Donc c'est ça que ça veut dire la première, deuxième, troisième année. Et le deuxième critère d'influence sur le salaire, c'est l'âge. Et donc là, vous avez effectivement les différentes catégories d'âge. Si vous êtes sur l'enseignement supérieur, si vous êtes sur un premier cycle, souvent vous allez avoir quelqu'un qui se situe entre 18 et 20 ans, et sur les cycles suivants, entre 21 et 25 ans. Et parfois, effectivement, pour des gens qui sont en reprise d'études, ou qu'on redoublait pas mal, j'en sais rien, mais qui peuvent se situer dans la dernière colonne. Et donc là, vous prenez la grille et puis vous regardez où vous vous situez. Prenons une médiane. Il a déjà fait 1 an d'alternance. Mettons que c'est un master, il a fait sa licence en alternance, il se situe ici en deuxième année, il a 22 ans. Tac, ça veut dire que vous appliquez 61% du SMIC. Vous êtes à 1 077 €. Donc ici, vous avez la grille actualisée 2024 qui vous permet de savoir exactement quel sera le coût de l'alternance. Puisque effectivement, à ça, et je crois que c'est ensuite sur l'infographie, ça vous permet de vous retrancher l'aide et ça vous permet d'évaluer exactement quel va être le coût pour l'entreprise. J'espère que vous me suivez. À noter, et effectivement c'est noté ici, rémunération légale ou spécifique de votre convention collective. On l'a vu plus haut, vous avez une convention collective. Si votre convention collective, alors c'est une évaluation qui n'est pas très fiable, mais il n'y a que 5-10% maximum des conventions collectives qui prévoient une rémunération spécifique pour les alternants. Mais c'est le cas, par exemple, de la convention Syntec, qui est très, très fréquente, qui prévoit une grille spécifique pour les alternants. Ce qui fait que là, vous devez appliquer cette grille qui est en général mieux disante, avec des rémunérations plus élevées pour les apprentis. Et dans tous les cas, dans votre entreprise, vous devez appliquer le minimum conventionnel, c'est-à-dire le tout premier niveau de base prévu par votre convention collective, dans la grille de salaire de la convention collective. Et dans ces cas-là, le fameux, mettons 61% du SMIC évoqué tout à l'heure, c'est 61% du salaire minimum conventionnel. Donc ça veut dire qu'en général, il va y avoir un petit delta qui sera à l'avantage du collaborateur. Et vous êtes obligé, et ça je le précise tout de suite, de l'appliquer parce que si vous ne le faites pas, au moment où vous allez déposer le contrat auprès de l'OPCO, il ne sera pas forcément validé puisque eux, encore une fois, c'est des OPCO qui sont spécialisés par secteur d'activité, c'est le premier truc qu'ils regardent. Ok, donc ça vous évite des allers-retours inutiles, vous allez perdre du temps et en pensant feinter et ça ne fonctionnera pas. Alors, on pourra peut-être jouer les prolongations parce qu'il est déjà 10h32. Il y a quelques autres points à voir et on avait prévu 15 minutes d'échange sur les questions-réponses. Okay. Donc, pour ceux qui veulent rester un peu plus longtemps, avec plaisir. Allez, merci. Et merci pour le rappel. Je vais essayer d'être plus concis. Calculer le coût pour l'entreprise, coût de la formation, moins la prise en charge par l'OPCO. Donc là, comme je vous ai dit, vous pouvez essayer de viser un 100% pris en charge par l'OPCO. Là, vous voyez qu'il y a un petit rappel grâce à la subrogation de paiement. Vous n'avez même pas avancé les frais. Vous n'avez pas à payer l'école pour être avancé. C'est directement pris en charge par l'OPCO. Et ensuite, la deuxième structure de coût éventuel, le salaire de l'apprenti. Donc voilà, il y a quasiment pas de charge patronale. C'est ça qui est très intéressant, contrairement à un salarié classique. Moins l'aide à l'embauche, la fameuse aide à l'embauche de 6 000 €. Donc c'est 500 € versés tous les mois pendant 12 mois. Et là, je le précise aussi, sur ces 12 mois, vous ne pouvez pas le prolonger, ce qui veut dire que quand vous êtes sur des contrats de 2 ans, type master ou BTS, eh bien, ça veut dire que vous n'aurez l'aide que pendant 1 an. Donc, il faut bien que vous ayez à l'esprit que quand vous allez formuler votre demande, vous n'aurez qu'1 an qui est pris en charge. Est-ce que tu peux juste montrer peut-être le aide à l'embauche en cliquant dessus ? Alors, effectivement, très juste, c'est formidable cette infographie. Donc, vous voyez que l'aide à l'embauche de 6 000 €. Si c'est un contrat d'apprentissage qui a été conclu, très très juste d'ailleurs cette année,
jusqu'au 31/12/2024. Parce que, en gros, le gouvernement, il y a un peu de changement en ce moment, on ne sait pas bien comment ça va se passer. Je présume que ils seront conduits à reconduire, comme ils l'ont fait les années antérieures, ce dispositif, mais effectivement, ça ne vaut que pour cette année et peut-être qu'ils prolongeront. Pour info, au début, c'était 8 000 €, c'est passé à 6 000 €, donc il y aura peut-être un coup de rabot supplémentaire. Mais dans ces cas-là, et j'en reviens à l'histoire des contrats, c'est toujours intéressant parce que, donc là, c'est précisé d'ailleurs, que la première année d'exécution du contrat d'apprentissage. Et donc là, ça veut dire que l'enseignement supérieur en France, c'est 2, 1, 2, autrement dit, BTS, DUT, tout ça, c'est le cycle de 2 ans, puis 1 an, puis 2 ans. Donc, une des astuces, c'est d'aller des fois sur un contrat type bachelor ou licence, qui est sur une année, ce qui vous permet d'avoir l'aide complète sur une année. Si vous poursuivez avec l'étudiant à qui ça se passe bien en master, par exemple, ça veut dire que vous concluez un nouveau contrat. Donc, qui dit nouveau contrat, même si c'est avec la même entreprise, le même apprenti, vous allez pouvoir générer un nouveau contrat et donc une nouvelle aide. Vous débloquez une nouvelle aide. Après, vous ne l'aurez pas sur la dernière année. Donc, même sujet, si vous prenez quelqu'un, par exemple, en deuxième année de DUT ou de BTS, vous allez pouvoir faire le combo. Nous, on a quelqu'un qui est arrivé comme ça, deuxième année de BTS, un premier contrat, puis ensuite un contrat en licence, puis un nouveau contrat. Bref, sur 3 années, on a bénéficié de l'aide. Donc, petite astuce. Et en tout cas, effectivement, vous savez que pour calculer votre structure de coût, vous retranchez l'aide du reste à charge sur le salaire. Et effectivement, si vous cherchez les niveaux de rémunération les moins élevés pour quelqu'un qui a moins de 21 ans, par exemple, et première année d'apprentissage, vous pouvez être quasiment sur de l'autofinancement. Donc, ensuite, les étapes administratives, signer la convention avec l'école. Donc là, vous n'avez rien d'autre à faire que à vous laisser guider. Vous allez recevoir une convention qui est un contrat que l'entreprise signe avec l'école. Juste vérifier. Il y a toujours une clause d'annexe ou une annexe financière. Et c'est là où vous allez vérifier que le RAC, le reste à charge, doit être à 0. Et donc, si c'est pas le cas, ou c'est le moment aussi pour vous potentiellement de le négocier si c'était pas prévu initialement, mais soyez toujours vigilant à cette clause qui va être la plus engageante pour vous. Signer enfin le contrat avec l'apprenti. Donc là, c'est un modèle. Vous n'êtes pas obligé de doubler ça d'un contrat interne. Certains le recommandent. Franchement, c'est pas nécessaire. Vous cantonnez à utiliser le CERFA. Donc, c'est un recto verso unique. Donc, là, vous y avez accès à nouveau. Là, donc, il est décomposé en 6 parties. On le voit ici. Vous avez ici accès à la notice d'aide qui vous permet juste de vérifier. Vous voyez que sur cette première partie, il y a 4-5 codes qui vous sont demandés. Par exemple, quel était le statut de l'étudiant l'année précédente, quel est le diplôme visé, et donc il vous faut répondre correctement. Je vous incite juste à regarder, ça prend 5 minutes, donc sur la partie recto, les codes qui vous sont demandés parce que dans 30% des cas, quand l'OPCO vous retoque le contrat, si vous dites ah ben non, on n'a pas pu le valider en l'état, c'est parce que ça a été mal saisi, même quand c'est l'école qui le fait. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que pour l'étape suivante, saisir la demande auprès de l'OPCO, vous avez, il y a un truc à retenir déjà de base, le plus important, c'est de le faire dans la même semaine. Si vous recrutez quelqu'un cette semaine, là, il y a quelqu'un qui est arrivé hier, le focus, c'est demain soir au plus tard, il faut que ça ait été transmis à l'OPCO. Alors, transmis à l'OPCO, ça veut dire aller sur l'interface de l'OPCO, mettons l'OPCommerce, et vous allez sur votre espace et déposer le CERFA ou ressaisir les informations principales, vous laissez guider par leur plateforme. Une fois sur deux, aujourd'hui, les écoles vous proposent de le faire à votre place. Saisissez-le parce que ce sera toujours de la charge administrative en moins pour vous, mais vérifiez à ce qu'ils le fassent vraiment. Moi, ça m'est arrivé effectivement d'avoir délégué cette charge et finalement se rendre compte qu'un mois après, ils l'avaient toujours pas fait. Alors, on a obtenu les financements, mais normalement, la contrainte de l'OPCO, sinon, ils ne garantissent pas le financement du contrat. Et là, vous pouvez avoir, et donc soyez vigilant aussi sur la manière dont c'est rédigé sur la clause financement là, dans la convention avec l'école, qui ne puisse pas vous réclamer effectivement le financement intégral si ça n'a pas été pris en charge par l'OPCO. Donc, soyez très vigilants.
à ce que le contrat, soit vous le déposez vous-même et dans le délai de 5 jours, soit si c'est l'école qui le fait, mais demandez-leur des comptes, demandez à ce qu'ils vous justifient qu'ils l'ont fait dans les délais. Ça, c'est très important. OK. Et ensuite, de demander, créer son espace sur l'ASP, Agence de services des paiements. En gros, c'est les pourvoyeurs de l'aide de 6 000 euros. Donc là, vous n'avez qu'à vous connecter. Alors, normalement, vous avez accès au portail SILAE. Quand vous déposez la demande auprès de l'OPCO ou que l'école le fait, normalement, vous avez une notification automatique sur l'adresse de messagerie que vous aurez donnée et qui va vous encourager à créer, à poser votre RIB, puisque c'est eux qui vont ensuite vous rembourser. Ne soyez pas trop, trop pressé parce que ça met 2 mois et ça peut mettre en fonction des OPCO, de la diligence des OPCO derrière 4-5 mois. Donc voilà, il faut que vous ayez un peu de trésor si vous êtes au cordeau. Okay. Ensuite, de faire un rappel pas du tout inutile sur le fait que un contrat d'apprentissage ou d'alternance d'une manière générale, c'est un CDD. Et donc, c'est juste une forme de contrat à durée déterminée. Donc, ça veut dire que vous avez quelques obligations à vous acquitter. Rien de sorcier, mais vous devez faire une déclaration d'embauche. Là, vous allez sur dpe.fr, déclaration préalable à l'embauche. Ça prend 5 minutes, même si vous avez même pas besoin de créer un compte. Vous lui devez un bulletin de salaire. Donc là, alors soit pour vous passer par une solution en ligne, mais franchement, pour les démarrages, pour que vous encouragez à passer par votre cabinet d'expert comptable. Ils font ça très bien. Les prix moyens, c'est autour de 25 euros du bulletin. Quand vous n'avez pas beaucoup de bulletins de salaire, 25 euros par mois, donc c'est une charge supplémentaire. Là, il y a un peu les coûts cachés quelque part additionnels. Vous devez mettre en place un contrat de mutuelle, un régime de frais de santé. Donc, si c'est votre premier salarié, en tout cas, lui proposer, même si dans les faits, quand ils sont étudiants, ils ont tout intérêt à rester rattachés à leurs parents ou à rester sur la mutuelle étudiante plutôt que d'avoir un reste à charge. Mais vous, normalement, à partir du moment où vous avez un premier salarié, vous devez créer un contrat de mutuelle. Et une fois que vous l'avez, vous le proposerez à vos futurs salariés. Et lui, en fait, automatiquement, quand c'est un contrat d'apprentissage, il peut être dispensé. Ça fait partie des motifs légaux de dispense. Mais vous pouvez passer par une start-up type Alan, vous pouvez passer par juste votre assureur si vous avez une RC. Tous les assureurs de France proposent un contrat mutuel. Donc, vous pouvez challenger. Donc, c'est l'occasion de le faire à ce moment-là. Ils ont des droits à congé. Ils ont même donc la même chose, et même s'ils sont à l'école, ça souvent c'est une question qui revient, même s'ils sont en part-time entre l'école et l'entreprise, ils acquièrent le même nombre de jours de congé, c'est-à-dire 2 jours et demi, un jour ouvrable par mois. Ils ont même 1 semaine de congé de révision en plus, l'équivalent de 5 jours, au moment de la période des congés, des partiels, voilà, et donc, d'ailleurs, ce qui me fait dire juste à ce passage, parce que les ratios de présence entreprise école varient totalement, et donc là, vous pouvez aller de 50%, en gros 50-50 temps école, temps entreprise, à 80%. Donc voilà, donc ça donne un panel en tout cas assez important, et vous, quelque part, pour vous y retrouver. Nous, par exemple, on veille à ce qu'il n'y ait jamais plus d'1 tiers-temps en école, parce que ça veut dire que sinon, c'est un temps de présence entreprise qui est trop faible, qui nous permet pas de capitaliser effectivement sur l'intégration de quelqu'un vraiment pleinement dans l'équipe et qui soit capable de délivrer. Après, vous avez en plus des agents qui peuvent être complètement différents. Ça peut être sur des jours par semaine, ça peut être sur des semaines complètes et ainsi de suite. Et voilà. Donc, regardez rapidement, parce que si vous posez la question un peu trop tard, des fois, vous découvrez que dans l'école, c'est 50-50, ou alors ils vous ont dit que c'était tel ratio, et puis finalement, vous découvrez qu'il y a plusieurs semaines d'un coup, ils sont à l'école. Donc ça, c'est un des points qu'il faut tout de suite voir avec le candidat ou l'école que vous accédiez au planning. Donc voilà, le plus commun, c'est l'équivalent en ratio de 2 tiers-temps. Et après, vous pouvez, notamment avec des écoles en ligne, le plus souvent être sur un rapport qui peut être très intéressant pour l'entreprise, à voir si effectivement le diplôme est vraiment intéressant et sérieux, mais de 4/5e, c'est-à-dire 4 jours entreprise par exemple et une seule journée à l'école. Je poursuis, il y a tellement de choses à dire. Ils ont droit à l'indemnité de transport, mais ça comme n'importe quel salarié, c'est-à-dire la moitié du remboursement de leur transport en commun. Et vous devez leur prévoir une visite de médecine du travail. C'est à peu près 100 euros. Mais ça, c'est vrai pour n'importe quel salarié.
Et à noter, effectivement, là, il y a un petit rappel utile, il y a une période d'essai. Si vous êtes avec un contrat d'apprentissage, il y a une période d'essai de 45 jours en entreprise. En entreprise, ça veut dire que vous ne comptez que les jours, hop, sur l'agenda, à quel moment il aura fait l'équivalent de 45 jours en entreprise. Donc ça veut dire que selon, encore une fois, le ratio entreprise-école, ça peut vous mener à 2 mois et demi, 3 mois de collaboration. Ce qui est quand même très confortable côté employeur. N'en abusez pas parce que et si vous vous rendez compte que ça ne fait pas de le dire au plus tôt pour que l'étudiant puisse se replacer, d'autant plus que la période d'essai est normalement une période d'évaluation des compétences et que quelqu'un qui n'a pas encore de compétences, effectivement, c'est toujours un peu plus sensible à évaluer, mais quoi qu'il en soit, ça existe, c'est fait pour effectivement interrompre une collaboration si on est vraiment trop loin du compte ou si vous avez un étudiant qui joue pas du tout le jeu. Et ensuite, garantir son intégration. Et ça c'est très important parce que, en tout cas, là, je vais pas tout lire exhaustivement, mais ici on fait quelques rappels. C'est vrai que quand vous avez des étudiants, de veiller à avoir quelque part les règles d'or. C'est d'avoir une promesse claire, de savoir effectivement qu'est-ce qu'il va faire, savoir si vous êtes capable de lui apporter de la compétence métier ou pas. Est-ce que c'est quelqu'un qui justement va être qui va pouvoir être drivé, mentoré dans l'entreprise ou pas? Et ça change totalement la capacité à délivrer, à produire du résultat pour l'étudiant et avoir une bonne expérience effectivement en tant qu'apprenti dans l'entreprise. Et au-delà effectivement de la compétence métier existante ou non dans l'entreprise, c'est aussi le temps en réalité que vous allez leur accorder. Et ce qu'on sait évidemment dans une petite entreprise, c'est que du temps on n'en a pas beaucoup. Et de la compétence, elle n'est pas illimitée parce qu'effectivement on a des effectifs contraints. Et donc ce qui nous amène à quelque part la proposition de valeur qui est importante et c'est le seul lien que je ferai avec l'activité de Matchers, mais qui c'est vraiment cherry on the cake parce que on va pouvoir vous apporter une solution très très concrète dès que si vous avez actuellement déjà des alternants, des salariés, ou si c'est votre premier alternant, en fait vous débloquez un budget formation dès que vous avez un salarié, même si c'est un alternant, vous débloquez un budget quand vous êtes inscrit à l'OPCO et donc ce budget il peut aller de 2-3 000 euros jusqu'à 10 000 euros et chaque année il se renouvelle et vous allez pouvoir l'utiliser même pour l'alternant. Or, effectivement, encore une fois, dans une petite entreprise, on en sait quelque chose puisqu'on accompagne beaucoup d'entreprises sur ces sujets-là. Une entreprise d'une poignée de salariés ou alors s'il y a que le dirigeant, finalement, vous n'aurez pas forcément une compétence métier très développée pour tutorer correctement l'étudiant et vous n'aurez pas forcément beaucoup de temps à lui consacrer au quotidien. Et donc, l'une des solutions sur laquelle on peut vous accompagner très, très concrètement, c'est de pouvoir le mentorer, le coacher avec un expert métier. Donc, nous, on a une communauté d'experts métiers. Mettons que ce soit, vous prenez quelqu'un chargé de com, eh bien, ça va être d'avoir un responsable com expérimenté qui connaît en plus votre secteur d'activité, qui va pouvoir l'accompagner l'équivalent de 2 heures par semaine de la formation ultra ciblée terrain. Et la différence avec une formation classique, c'est qu'on va travailler directement sur vos projets. Autrement dit, utiliser un budget dont vous ignorez tout. Nous, on va s'occuper d'aller capter le financement et ensuite de vous présenter un expert métier qui va pouvoir aider votre apprenti à délivrer de manière régulière. Selon les financements qu'on va trouver, ça va permettre d'avoir, mettons, 10, 20, 30 heures d'accompagnement. Encore une fois, ça va dépendre de votre secteur d'activité parce que les financements sont différents. Mais tout ça, on s'en charge et vous êtes guidé. Ça vous coûte rien parce qu'on se finance directement auprès de l'OPCO. Donc, c'est un budget complémentaire sur lequel, évidemment, on sera ravi de vous accompagner si ça fait écho de votre côté. Si je peux me permettre, j'imagine que tu as fini ton déroulé, on va pouvoir peut-être passer aux questions. Donc là, Jean-Marie vient de parler du plan de développement des compétences, mais il y a aussi des enveloppes additionnelles qui, en fonction des OPCO, sont accessibles aux alternants aussi. Donc pour envisager, en tant que dirigeant d'entreprise, effectivement, l'idée c'est d'assurer l'intégration de ces alternants, mais après vous avez 1000 choses à penser. Donc c'est vrai que déléguer les compétences métiers, l'opérationnel, une petite partie en fait à un expert pour 0 €, ça reste très intéressant. Et puis c'est hyper gratifiant aussi en tant que salarié, quel que soit son statut, d'être formé. Il y a des études qui montrent que
énormément sur la satisfaction et aussi sur la marque employeur. Et d'ailleurs, juste, je me permets, effectivement, je vois que c'était rajouté. Donc là, par exemple, on a un use case, on en a plein, on a fait ce type d'accompagnement plus d'une 50aine de fois. Vous avez une toute petite équipe, ils sont 4, très orientés tech, mais il y avait les alternants étaient aussi missionnés sur une partie UI UX sur laquelle il y avait finalement une compétence métier interne assez faible, et donc finalement sur toute cette partie-là. On a mandaté Jean-François qui est UX designer depuis 15 ans, ultra senior, et qui finalement a accompagné les alternants et même le dev senior sur un parcours d'accompagnement d'une 20aine d'heures, et non, même un peu plus, effectivement, ça a duré 4 mois, et tout ça pour 0 € pour l'entreprise, puisqu'encore une fois, vous avez débloqué en recrutant pour la première fois, cette entreprise avait débloqué des budgets de formation qui sont financés intégralement par le pro. Et vous cotisez, en fait, à chaque fois que vous avez un salarié, de toute façon, vous cotisez pour la formation. Si vous n'utilisez pas ces budgets, ils sont perdus. Il n'y a pas de report. C'est comme les congés, c'est pas prix perdu. Donc, voilà, encore une fois, si ça vous intéresse, on sera ravis de vous renseigner utilement. On va passer aux questions. Tout à fait. Alors, on a déjà donc 2 premières questions de Clément. Donc, il avait un peu anticipé. Est-ce qu'il est systématique que l'on doive payer des frais de scolarité, même après déduction des aides de l'État? Autrement dit, est-ce que les écoles profitent de cette aide pour gonfler leurs tarifs? Alors, juste pour rappel, c'est vrai que moi, j'ai vu passer des postes de dirigeants, en fait, qui avaient initié des collaborations avec certaines écoles et qui se sont retrouvés fort dépourvus parce que, justement, ils se sont rendus compte que le reste à charge n'était pas du tout de zéro. Et qui, pour poursuivre en fait avec un alternant ou une alternante, devait débourser plusieurs milliers d'euros. Donc voilà, je te laisse rebondir sur la question. Est-ce que c'est une tendance du marché? Alors, est-ce que c'est une tendance? Oui, enfin oui et non. C'est-à-dire, pour l'instant, c'est quand même pas du tout un cas général. Mais en effet, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre juste, c'est que il y a une libéralisation du marché il y a 5 ans qui a conduit de nombreuses écoles, les écoles pullulent aujourd'hui. Il y en a vraiment de plus en plus parce que, encore une fois, quand je dis libéralisé, ça veut dire que le marché a été ouvert, a été facilité, son accès a été facilité, et ce qui fait que effectivement, il y a des pratiques qui sont parfois douteuses. Donc, c'est très important. Encore une fois, j'en reviens. Le moment clé, c'est la convention avec l'école. Et dans la convention, en gros, c'est le contrat que vous avez avec eux, et tout est mentionné dans la clause ou l'annexe financière. Donc, soyez très vigilants, juste à ce moment-là, qu'il n'y a pas un loup. Et s'il n'est pas marqué, de toute façon, ils ne peuvent rien exiger de plus. Voilà. Deuxième question de Clément. Sommes-nous obligés de prendre l'alternant 2 ans? Est-ce qu'on peut faire un contrat d'1 an? Et est-ce que cette aide est valable pour chaque alternant embauché? Alors, juste pour chaque alternant embauché, oui, l'aide, vous pouvez avoir plusieurs. Je ne sais pas si telle était la question, mais en tout cas, vous avez l'aide, elle n'est pas limitée à un contrat, par exemple. Vous pouvez en avoir. Nous, on en a 15. Donc déjà, voilà. Et d'autre part, ça m'amène. J'oublie pas la première question, à vous préciser quelque chose sur les limites possibles. Vous pouvez avoir maximum. Il n'y a pas de limite, genre c'est maximum X alternant. Non, en fait, la limite c'est le maître d'apprentissage. Et en fait, vous devez avoir un maître d'apprentissage un maître d'apprentissage en interne, c'est-à-dire un CDI, quelqu'un qui est déjà un CDI ou le dirigeant de l'entreprise, même s'il n'est pas salarié, peut avoir 2 apprentis. Il peut être maître d'apprentissage pour 2 apprentis, et même un 3e si c'est un cas de redoublant. Mais bon, mettons ça de côté. Et donc, ce qui veut dire que si vous avez 10 CDI dans l'entreprise et que à chaque fois vous vous dites tiens, c'est une bonne idée d'avoir des apprentis, vous avez un potentiel, disons, de 20 contrats d'apprentissage. Et comme je le craignais, j'ai oublié la première question, je vais compter sur toi, Anne, qui était... Sommes-nous obligés de prendre l'alternant 2 ans? À 2 ans. Alors, oui, très, très bonne question. En fait, tout dépend, encore une fois, du cycle de formation. Donc, je vais présumer que là, il s'agit, par exemple, d'un master ou d'un BTS, donc qu'on soit sur un cycle de 2 ans. En effet, les contrats sont obligatoirement faits pour la durée la durée du diplôme. C'est vraiment consubstantiel. Donc, vous pouvez pas déterminer une durée inférieure. Et si vous le faites, je l'ai même testé il y a 4 ans en arrière, j'ai été retoqué par j'avais eu un accord de l'OPCO,
très spécifiquement parce que le CFA avait joué le jeu et puis en fait, c'est-à-dire de décomposer avec un niveau maîtrise, puis ensuite le Master 2. Et finalement, l'OPCO n'a pas voulu payer. On a dû faire machine arrière. Donc, je ne vous encourage pas du tout à faire ça ou à tester quoi que ce soit. Vous allez y perdre du temps et générer du risque. Ce qui se passe quand même, c'est que dans certaines entreprises, et si économiquement c'est une équation compliquée pour l'entreprise d'assumer, disons, la pleine charge sur la deuxième année, c'est de prévenir vraiment l'étudiant en amont et de voir si vous pouvez faire une rupture d'un commun accord. Il est toujours possible de faire une rupture d'un commun accord. Ça, c'est vrai d'ailleurs de tout type de contrat à durée déterminée. Quand vous avez un contrat à date, c'est juste un formulaire très facile à faire si nous, ça nous est arrivé. À ce moment-là, au bout de la première année, dire économiquement c'est compliqué, voir avec l'étudiant si de le prévenir bien en amont et pour qu'il puisse, qu'il soit dans le bon timing, lui, pouvoir se repositionner et de prévenir l'école, d'en parler avec lui quelques mois avant et à ce moment-là de faire une rupture d'un commun accord. Mais vous n'avez pas de garantie et de toute façon, vous ne pouvez pas post-dater, c'est-à-dire dire, tiens, en fait, on dit qu'on va faire 2 ans, en fait, on en fait un, je te fais signer un truc aujourd'hui et je dis que tu t'arrêtes en août prochain. Ça, vous ne pouvez pas le faire. D'ailleurs, ça n'aurait pas de valeur parce que effectivement, il pourrait toujours prouver que ça a été fait en amont. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds complètement à la question. Oui, Clément, est-ce que du coup ça répond à votre question? Enfin voilà, Clément commentait sur la réponse, il disait oui, donc clairement c'est à intégrer dans son plan de charge. Totalement. Voilà. Donc, oui, sur un contrat en 2 ans, vous prenez, sur un Excel, vous faites rapidement combien il vous coûte la première année, combien il vous coûte la deuxième année, parce qu'effectivement, il a passé une année d'apprentissage en plus, donc ça, vous l'avez compris, ce qui veut dire que son salaire, lui, il augmente. Et la première année, vous déduisez 6 000, la deuxième année, vous déduisez 0. D'où l'intérêt, des fois, de jouer avec des cycles de diplôme qui vous permettent de renouveler des contrats d'apprentissage. Alors après, alors c'est pas vraiment une question, c'est Maëlys qui propose de prendre rendez-vous avec elle, qui représente la Wild Code School. Donc ils accompagnent gratuitement les entreprises à trouver leur top candidat. Donc merci pour la proposition, Maëlys. Voilà, s'il y a des gens intéressés, ils prendront rendez-vous. Et ensuite, on a 2 questions de Olivier. Alors bonjour et merci pour ce super webinaire. Donc merci à vous, ça fait très plaisir. Est-ce qu'on peut recruter un apprenti en 100% télétravail et si oui, doit-on payer le transport? Alors, oui, bien, c'est possible en 100% télétravail, mais mise en garde d'usage qui paraît être de bon sens, mais c'est la première, c'est s'assurer que ça correspond bien aux velléités de l'étudiant, que ce soit pas vécu comme une contrainte et bien compris dès le début. Ça, je pense que ça va un peu sans dire, mais aussi que ce soit avalisé par l'école, parce que effectivement aujourd'hui, alors quelques années en arrière, ça aurait pu paraître complètement incongru, mais aujourd'hui, en effet, les temps ont changé, hein, et on peut l'imaginer. Et je connais évidemment des entreprises qui l'ont fait. Nous, on l'a jamais fait par choix, mais je connais évidemment des entreprises qui ont fait du 100% TT. Donc oui, c'est possible. Faut juste bien le qualifier avec l'école et l'étudiant, et de garder à l'esprit que vous avez des contreparties à assurer quand quelqu'un travaille en 100% télétravail, au-delà du confort, etc. Mais s'assurer que effectivement il soit de lui garantir des conditions de travail qui soient correctes, participer le cas échéant à son matériel et ainsi de suite. D'ailleurs, juste une petite note, même si les écoles jouent pas trop le jeu, il y a une aide de l'OPCO qui existe de 500 € par an pour de l'équipement matériel. Et en fait, ça peut servir à équiper d'un PC, par exemple, un étudiant. Et moi, je me bats depuis des années avec les écoles pour faire en sorte de mobiliser cette aide et finalement, pour des raisons vraiment purement de gestion administrative qu'ils veulent éviter, ou de gestion de parc de matériel. Mais voilà, ça existe, donc n'hésitez pas à challenger l'école par rapport à ça. Ils ont droit, s'ils font l'effort, à une aide d'équipement de 500 € par an qui profite à l'entreprise indirectement parce que ça va pouvoir équiper l'étudiant. Voilà, je ferme la parenthèse.
Encore une question d'Olivier. Donc, doit-on saisir la demande d'aide auprès de l'OPCO 5 jours après la signature du contrat ou après le début du contrat? Alors très bonne question. Après la signature du contrat, je crois que c'est après la signature du contrat. Là, j'avoue, je suis un peu collé là-dessus. On peut vérifier, mais on peut aller regarder. En tout cas, moi, le Marocco, de toute façon, c'est faites-le après la signature du contrat. Parce que dans tous les cas, vous pouvez le faire. L'espace, il n'y a rien qui vous empêche de le faire après la signature du contrat. Et donc, au moins, vous êtes sûr que vous serez dans les clous. Donc ça, c'est mon conseil. Mais après, pour répondre plus techniquement, on pourra peut-être regarder. De toute façon, nous, ce qu'on fera, c'est que vous recevrez automatiquement le replay du webinar. Et après, n'hésitez pas à faire la demande de l'infographie parce que c'est vraiment une boîte à outils dynamique, comme vous avez pu le voir pendant le déroulé de Jean-Marie. Donc, je me permets de relayer une fois de plus le lien sur le chat. Voilà, c'est un petit formulaire que vous pouvez... Alors, la réponse, c'est effectivement date de début d'exécution du contrat. Donc, par exemple, si tu signes le contrat aujourd'hui et que c'est un démarrage le 1er septembre, en réalité, tu as jusqu'au 5 septembre. Mais encore une fois, la reco, c'est une fois que c'est fait pour être sûr de pas oublier de le faire. Mais techniquement, voilà, c'est 5 jours après le début d'exécution du contrat. Ok, merci beaucoup. Alors n'hésitez pas vraiment si vous avez d'autres questions, parce que nous on peut jouer les prolongations. Après c'est vrai qu'on s'est un petit peu étendu et en même temps c'est un sujet qui est assez complexe, mais là vous avez toutes les infos pour le maîtriser. Donc voilà, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions, vous pouvez les saisir. A priori pas d'autres questions. Merci beaucoup à vous Olivier. Là, je pense qu'on a terminé, on a répondu à tout le monde. Merci encore d'avoir participé. Et en ce qui nous concerne, on reste disponible. Alors juste si tu peux cliquer sur le logo de Matchers sur l'infographie, Jean-Marie. Oui. On va faire un tout petit peu de promo. Donc nous, on est le leader de la formation pratique intégrée. Si vous avez justement des plans de formation pour vous, vos salariés en poste ou de futurs alternants, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. Nos experts pédagogiques et financement se feront un plaisir de répondre à vos questions. Voilà. En effet, juste pour abonder dans ce sens, vous avez encore une fois ce que vous pouvez retenir au travers de l'alternance, c'est que ça ouvre quelque part une opportunité supplémentaire, c'est que ça débloque un budget formation pour votre entreprise qui peut servir soit pour former votre alternant, encore une fois pour proposer du mentoring ultra qualifié pour accompagner parce que faute de temps ou de compétences en interne, ça vous permet de rendre la collaboration avec lui la plus efficace possible, ensuite lui permettre de mieux délivrer, d'avoir un accompagnement ultra qualifié, mais aussi pour accompagner tous vos autres projets au sein de l'entreprise. Et donc voilà, nous on sera ravis et vous découvrirez, si vous allez sur le site Matchers, en 3 clics donc soit au travers de l'infographie, soit au travers de notre site, un outil juste qu'on vient de développer. Donc n'hésitez pas à le partager, qui est un simulateur de budget formation. Ça vous permet de vérifier tout de suite de quel OPCO vous dépendez, bon, ça on l'a vu, mais en plus de quel budget votre entreprise va pouvoir bénéficier maintenant pour former vos collaborateurs. Donc, n'hésitez pas à vous en servir et à le partager. Nous, encore une fois, le but, c'est de démocratiser l'accès à la formation pour toutes les petites entreprises en France. Voilà. Merci de votre attention. Merci et j'espère à bientôt. Merci beaucoup.